L'avion va bientôt toucher le sol islandais à Keflavik, l'aéroport international, situé à quelques dizaines de kilomètres de la capitale Reykjavik. C'est par la péninsule de Reykjanes que commence notre découverte du sud de l'Islande. Située à la frontière des plaques tectoniques eurasiennes et nord-américaines, l'Islande chevauche les plaques et donc n'appartient à aucun continent. Cette situation explique la suractivité volcanique de l'île. L'Islande, terre de feu, compte plus de 200 volcans actifs. À perte de vue s'étendent des champs de lave et bientôt s'élèvent les fumerolles d'une usine géothermique. Un phare domine les falaises de Reykjanestad qui abritent de nombreux oiseaux. Au large se dresse l'île d'Eldey, jaillie lors d'une éruption sous-marine. C'est là qu'en 1844 ont été exterminés les 2 derniers spécimens de grands pingouins. Encore des champs de lave. Couverts de mousse et de lichen, ils occupent 11% de la surface du pays. Le lagon bleu est un lac artificiel alimenté par le surplus d'eau de la centrale géothermique toute proche. La couleur particulière du lagon provient d'un mélange de silice, de calcaire, de soufre et d'algues. L'eau, qui atteint 70 degrés à la surface, est utilisée pour les réseaux de chauffage des villes voisines. La géothermie permet aussi le développement de cultures sous serre. Des fumerolles annoncent le champ géothermique de Seltun. Dans une forte odeur de soufre, par des chemins de bois, on déambule au milieu de mares de boue bouillonnantes et de solfatars très colorés. Le lac de Kleiffarvatn comble en partie une fissure volcanique. La journée se termine par un tour de ville de Reykjavik. La capitale, avec ses villes satellites, totalise les 2/3 des 300 000 habitants du pays. Le centre historique correspond au lieu où se sont installés les premiers colons vikings au IXe siècle.
Aujourd'hui cœur de la capitale, la Grande Place a été une pâture à moutons pendant des siècles. Le petit lac accueille une quarantaine d'espèces d'oiseaux. La cathédrale surprend par ses modestes proportions. Dans le quartier du port, un grand réaménagement du front de mer est en projet. Pour l'heure, seul l'édifice Arpa a, non sans mal, été achevé en mai 2011. C'est l'édifice de prestige de la ville. Dans la façade de vitres se reflète le soleil. Les alvéoles de verre se parent de lumière et vu de l'extérieur ou de l'intérieur, le spectacle est fascinant. Sur une butte se dresse la statue d'Ingolfur Arnason, le premier colon arrivé en Islande avec sa famille au IXe siècle. D'autres vikings norvégiens fuyant le roi de Norvège suivront, peuplant l'île jusqu'alors seulement occupée depuis le 8e siècle par des moines irlandais. Nous arrivons dans la faille tectonique de Þingvellir, longue de plusieurs kilomètres et haute de plus de 30 mètres. C'est là qu'en 930, les colons vikings fondent l'Althing, considéré comme le plus vieux parlement du monde. Le lieu a été choisi pour plusieurs raisons. La présence d'un grand lac, une plaine pour accueillir le rassemblement annuel, une falaise d'où discourir. Gésir est la zone géothermique la plus fréquentée du pays. On peut y voir les geysers. Le grand geyser ne jaillit plus que très rarement. Le Strokkur s'élève à 25 mètres de hauteur toutes les 10 minutes environ. Le site de Gésir, c'est aussi des sources d'eau chaude, des cristaux multicolores, des mares de boue bouillonnantes, des volutes de fumée qui s'élèvent en sifflant.
sur le tracé de la puissante rivière Juita qui dévale du glacier Langiokul se trouve la très belle double cascade Gullfoss. Le cheval islandais, arrivé avec les premiers colons, n'a jamais été croisé. Robuste et résistant, élégant, de petite taille et de robes variées, il possède 5 allures. 90 000 chevaux vivent sur l'île. C'est ici la reconstitution d'une ferme ancienne, sûrement détruite par une éruption du volcan Éclat au XIIe siècle. La charpente était en bois flotté, les murs en tourbe et le toit couvert de gazon. Nous nous trouvons dans le secteur du volcan Éclat, avec un paysage lunaire composé de petits lacs et de blocs de graviers et de sable. Alimentés par de fortes précipitations et la fonte des glaces, les multiples rivières, au débit maximum en été, sont entrecoupées de cascades et de rapides. La dernière de cette suite de cascades est Skogafoss, haute de 62 mètres. Un arrêt qui, malgré la pluie, permet diverses observations intéressantes. Une belle plage de sable noir volcanique,
les aiguilles de lave de Rénis-Drangar, les colonnes de basalte et la grotte, le cap le plus méridional d'Islande est dans la brume, l'arche basaltique de Dyrhólaey. Les falaises abritent de nombreuses colonies d'oiseaux. Souvent noyée dans la pluie, voici la minuscule commune de Vik, 270 habitants. La prochaine localité est à 280 km. L'église est encerclée de beaux lupins. Les lupins ont été ensemencés à grande échelle dans tout le pays pour coloniser les sols pauvres. Nous traversons une plaine inondée et bientôt nous apercevons un glacier. C'est dans un parc comme celui-ci que les animaux sont regroupés puis triés à chaque fin d'été. Entre de vertes collines, de belles gorges ont été découpées par la rivière qui coule en contrebas. Une belle cascade en bord de route. Nous rencontrons souvent une plaine inondée comme celle-ci. Les eaux en crue se répandent dans les vastes plaines, emportant tout sur leur passage. Leur parcours variable empêche toute construction d'ouvrages permanents tels que ponts ou barrages. L'Islande, pays de glace, compte de nombreux glaciers qui occupent près de 1/8 de la superficie de l'île. On est surpris de découvrir dans ce parc une végétation variée. Le sol islandais est peu propice à l'épanouissement de la végétation et près de 50% du territoire en sont dépourvus. La moitié de la végétation, sûrement 30% de forêt, a disparu depuis la colonisation de l'île au IXe siècle. Aujourd'hui, on ne trouve pas de forêt et un reboisement permet de limiter l'érosion. Mais vu la période végétative courte, les arbres sont rares. Nous nous approchons du glacier. La cendre, laissée par des éruptions volcaniques successives, remonte à plusieurs siècles. En fait, nous venons de voir une des multiples langues glaciaires de l'immense glacier Vatnajökull. Nous allons en voir plusieurs autres au cours de notre étape.
Ici, la langue glaciaire se casse en petits icebergs qui dérivent lentement dans un lac. Des sternes arctiques ont installé leur nid dans les prairies en bordure du lac. Elles n'hésitent pas à attaquer en période de nidification. Ce grand labe s'est sûrement trop approché. Les eaux du glacier s'écoulent ensuite par un chenal dans l'océan. C'est l'étape du soir. Dans quelques minutes, le nuage aura totalement masqué le pan de montagne et la cascade. Tôt le matin, le temps lumineux permet d'apprécier la majesté du site de l'hôtel. La route numéro 1, qui fait le tour de l'île, progresse entre le bord de mer et la montagne. Un arrêt permet d'apprécier le paysage du haut de belles falaises. Sur la plage et sur l'eau, on aperçoit une grande quantité d'éders. Le ramassage du duvet des éders constitue une des ressources de l'Islande.
Pêche et tourisme constituent les activités essentielles de ce village de 350 habitants. Ces 3 petites maisons abritent des elfes. Il est courant d'en trouver dans les jardins. Précisons que lorsque le Parlement d'Islande a, en l'an 1000, adopté le christianisme comme religion officielle, les croyances locales en vigueur n'ont pas été interdites. Et aujourd'hui, ces anciennes croyances dans les elfes, les trolls et autres personnages de la mythologie sont toujours vivaces. Du milieu du XIXe siècle jusqu'en 1914, des marins français ont fait de ce village leur seconde patrie. Ils pouvaient être jusqu'à 5000 à se retrouver dans la baie en même temps. Différents bâtiments rappellent ces moments d'histoire. La maison du docteur accueille un musée très émouvant qui reconstitue la vie très dure des pêcheurs français en Islande. « 4000 marins français ont péri près des côtes islandaises. 49 d'entre eux reposent dans le petit cimetière au bord de la mer. Les noms des rues sont encore écrits en français. Le soir, à l'hôtel, le chauffeur prend part à l'anniversaire de Jean-Pierre à sa façon. Ça vient du fondu. La route à présent oblique vers l'ouest. Elle traverse sur des dizaines de kilomètres une zone totalement inhabitée, encore très enneigée. Ce sont les hautes terres, un paysage parsemé de lacs glaciaires et parcouru de petits torrents. Nous serons bientôt près de la Jökulsá, le deuxième fleuve du pays, né du glacier Vatnajökull. Au-delà du désert de cendres et de roches, la brume annonce la présence de Dettifoss. Large de 100 mètres, haute de 45 mètres, elle est la chute la plus puissante d'Europe et offre un spectacle époustouflant.
À quelques centaines de mètres en amont, Selfoss est une chute moins puissante, mais ses eaux dévalent sur une grande longueur les orgues basaltiques. Depuis la chute de Dettifoss jusqu'à la plaine alluviale au nord, on peut voir dans les gorges de la Jökulsá une végétation abondante et de nombreuses formations géologiques intéressantes. J'ai pas entendu. Je disais, l'eau est entrée en contact brusquement. Des gerbes rayonnantes, Vous imaginez que les fossiles existent parce qu'il y a eu des géologues disent, des parois sonores. je sais pas comment dire, mais environ mais là, c'est encore plus fort que d'habitude. Et on parle de la stimulation continentale. Des orgues basaltiques, des structures en nid d'abeilles. Selon la mythologie nordique, le cirque rocheux d'Asbyrgi, avec des falaises hautes de 100 mètres, devrait sa forme en fer à cheval à l'empreinte du sabot de Sleipnir, cheval à 8 pattes du dieu Odin. Abandonné par le fleuve Jökulsá il y a 3000 ans, après un énorme séisme, la gorge couverte d'une belle végétation abrite aujourd'hui de nombreux oiseaux. Húsavík est depuis une vingtaine d'années la capitale européenne de l'observation des baleines. L'église en bois date de 1907 et quelques belles maisons anciennes occupent le centre du village. La petite ville est aussi un port de pêche actif.
Le lac Mývatn, 37 km², est le quatrième plus grand lac d'Islande. On ne trouve dans la région que quelques centaines d'habitants. L'activité volcanique est intense dans cette zone située exactement sur la faille qui sépare la plaque d'Amérique et d'Europe. C'est le secteur du volcan Krafla. Il faut franchir la centrale géothermique et son impressionnant réseau de conduites pour gagner en surplomb le lac de cratère du Viti. Nous nous trouvons à présent dans un des plus vastes champs de solfatare du pays. Ce petit lac aux eaux laiteuses provient, comme à Blue Lagoon, des rejets de la centrale géothermique. De l'autre côté de la route, sur les hauteurs, les bains naturels de Mývatn, avec leur eau à environ 40 degrés, offrent une vue splendide sur le lac et les environs et permettent de passer un moment particulièrement relaxant. Dans ce même secteur, la terre est tellement chauffée qu'il est possible d'y faire cuire du pain. Cette impétueuse rivière semble faire le bonheur des pêcheurs.
Nous longeons à présent, sur la rive nord-est du lac, une coulée de lave qui, en 1729, n'a épargné que l'église. Ces deux grottes sont d'anciennes poches de gaz formées sous une coulée de lave. Nous retrouvons la faille, et là, il est tout à fait possible d'avoir un pied en Amérique et un pied en Europe. Le champ de lave des Châteaux Noirs tire son nom des piliers de basalte qui le hérissent au milieu d'une belle forêt. Le lac Mīvatne accueille chaque année 55 espèces d'oiseaux migrateurs. Ces cônes herbeux qui entourent une petite lagune ne sont pas, contrairement aux apparences, de véritables volcans. Ils n'ont pas de cheminée. On parle de pseudo-cratères.
Godafoss, c'est la chute des dieux. Vers l'an 1000, une réunion du Parlement Lagting décidait d'adopter le christianisme. À son retour, un chef local est venu au bord de la chute pour jeter ses idoles païennes. Það andvöku bjart, himin kvöldsólar skart. Finnum læk, litla Tout au fond d'un fjord long de 40 km s'étend Akureyri, la capitale du Nord, avec ses 18 000 habitants. Les bateaux de croisière présents témoignent de ses ambitions culturelles et touristiques. finnum göldróttan hval og fyndin sel í smáta. Lækjanir, lítill foss, skeimur sá mömmu koss. Lækjanir, lítill foss, skeimur sá mömmu koss. Le jardin botanique permet de passer un moment agréable. Stingum í spegilsléttan fjörð. Stingum smá fjölskyldu hjörð sem fjúka barna á upp í loft út á sjó. Verð með gleðitt hár, elli ró, elli ró. On découvre avec étonnement de très belles espèces de pavots de diverses couleurs. Hoppum út í bláinn, kveðjum stress og skjáinn. Syngjum lag, spilum spil, þá gott að vera til. Syngjum lag, Une petite église catholique. þá gott að vera til. Tínum skeljar, fjallagrös, látum La cathédrale de 1940 domine le centre du bourg. La plupart des églises sont de culte luthérien. Rappelons que le christianisme est la religion officielle depuis l'an 1000. Mais au XVIe siècle, les Danois, qui ont pris le contrôle de l'Islande 2 siècles auparavant, imposent la réforme par la force. stingum Quelques vieilles maisons sont typiques de l'habitat cossu islandais du XIXe siècle. Ici, le plus vieux théâtre de la ville, 1906. fjölskyldu hjörð sem fjúka barna á í loft út á sjó. Verð með gleðitt hár, elli ró. Départ en direction des fjords du Nord. « 7% seulement des Islandais vivent en zone rurale. 90% de leurs revenus proviennent des produits laitiers et de l'élevage, moutons surtout et bovins.
La pêche constitue l'activité essentielle de ce gros village niché au fond d'un fjord. Deux tunnels ont ramené le trajet à 15 km entre les deux bourgs voisins. Autrefois, il fallait parfois faire un détour de 230 km quand la route était fermée en hiver. Nous sommes dans la ville la plus septentrionale d'Islande. Ce port de pêche a été florissant au cours de la première moitié du XXe siècle, au moment de l'âge d'or du hareng. Au large, à 60 km dans les brumes, on aperçoit l'île de Grimsøy, traversée par le cercle polaire. Cette toute petite chapelle en bois à toit de tourbe recouvert de gazon est une des plus anciennes d'Islande. Glambauer, 18e-19e siècle, est un bel exemple de ferme à toit de tourbe. Les 15 pièces ont leur propre toiture de gazon sur une charpente de bois flotté. Le toit de tourbe a été abandonné au début du XXe siècle, remplacé par le béton. Les pièces sont réparties de part et d'autre d'un long couloir. Garde-manger, chambre, mais aussi cuisine, laiterie, chacune d'elles a une affectation bien précise. « 22 juin, minuit. Le soleil ne se couche pas. Pas de différence avec la clarté du lendemain matin. Départ pour l'ouest. Nous longeons une terre cultivée. Les terres arables, rares, fournissent surtout du fourrage pour les animaux. Nous avons gagné la côte du Strandir, partie orientale des fjords de l'ouest.
on peut voir beaucoup de rejets de bois qui dérivent de la Sibérie. Les sternes sont sur leur nid et n'hésitent pas à attaquer. À Olmavik, nous visitons le musée de la sorcellerie et de la magie. Nous nous sentons peu concernés, mais cela témoigne bien des croyances encore solidement ancrées dans le pays. La route qui relie la côte du Strandir à la côte de l'Ouest est encore très enneigée. Le parcours fait le tour de chaque fjord de l'Ouest et les paysages sont splendides. Cette zone est presque totalement inhabitée, tout au plus une ferme très isolée de temps en temps. Sudavik, village de pêcheurs de 190 habitants, ravagé par une avalanche en 1995, a dû être déplacé de quelques mètres. Le port d'Isafjordur paraît tout proche. Il faudra pourtant faire le tour du fjord pour l'atteindre. We have become the strangers. We have become ourselves, taking our paths and chances. Thinking of something else. We could have traveled places. We could have played for two. We never needed answers. We never needed them. Somewhere between the seasons. Au fond du port, 4 bâtisses de bois qui étaient un atelier de salage, un dépôt de goudron, un magasin. La maison du contremaître date du XVIIIe siècle. Twilight is here to stay.
watching the passing moments, throwing it all away. Un tunnel de 5 km permet de gagner Bolungarvík. Une gardienne, vêtue d'une tenue traditionnelle de pêcheur en peau, fait découvrir un lieu de pêche reconstitué. Standing beneath the lights, somewhere in New York City, pacing between the lines, setting ourselves to conquer, fleeing the thought of time, looking to the horizons, time is here to stay, watching the passing moments, throwing the past. Un cabestan permettait de remonter la barque sur le rivage. Une cabane était utilisée pour la préparation du poisson. Une autre pour le logement des pêcheurs. Il y avait aussi un séchoir à poissons. Le temps est exécrable quand nous commençons à monter vers le col qu'il faut franchir pour aller encore plus à l'ouest. La route n'est pas très bonne non plus. Les vitres du car, crépies de boue, vont nous empêcher d'admirer le paysage pendant de nombreux kilomètres. La cascade d'Injandi, très spectaculaire, dévale la pente sur 100 mètres en 6 chutes successives avant de se jeter dans le fjord. Encore une ferme bien isolée. À Bredavík, une belle plage de sable fin coincée entre deux falaises et bordée par la lande et peuplée de nombreux oiseaux. Fait surprenant, Bredavík ne comprend qu'une habitation, l'hôtel-restaurant où nous nous trouvons et une petite église. Hautes de 440 mètres, les falaises de Latravjärd constituent la pointe la plus à l'ouest de l'Europe.
Elles abritent sur 14 km de grandes colonies d'oiseaux. Femelle. Une équipe scientifique est venue faire diverses observations sur les guillemots. Macareux, de la macarelle. La route longe entre deux falaises la belle plage de sable blond de Latravik. Nouveau coup d'œil au passage sur la baie de Breidavik et quelques dizaines de kilomètres plus loin, de l'autre côté du fjord, nous apercevons le village de Batrexfjordur. Mais pour l'instant, nous gagnons la belle plage de sable roux de Raudasandur. On and on, you
belle situation au fond du fjord pour cette localité de 627 habitants. Just blame. You can't live without it, but you can always hide it. Le port de pêche est actif. La pêche représente 40% des exportations de l'Islande. À l'arrière se trouvent des usines de conditionnement du poisson. You can always hide it. Divers monuments sont là pour rappeler que les hommes ont souvent payé un lourd tribut à la mer. On and on, you rang around. So I hear through the grapevine of the river underground. Dive and struggle up and drown. Hey, hey, when you're in Hey, hey, whispers bling. Hey, hey, when you're in Le ferry va nous conduire de l'autre côté de la baie. Au XVIIe siècle, plusieurs centaines d'habitants peuplaient cette baie hérissée de quantités d'îles et d'îlots. De nombreux macareux sont en train de pêcher. Aujourd'hui, seule l'île de Flatey, 2 km sur 400 mètres, compte encore quelques habitants. Arrivé à Stikisholmur, 1100 habitants. Du sommet de la colline, coiffé par un phare, on a une vue étendue sur le port, le village et la baie.
Sur une autre hauteur se dresse une surprenante église de 1990 avec des orgues inspirés des formations de basalte de la côte. La colline Helgafell, une butte rocheuse de 73 mètres, est selon les croyances vikings considérée comme sacrée. Nous partons à présent vers l'ouest pour un tour de la péninsule de Snæfellsnes. La route traverse d'abord un immense champ de lave vieux de 4000 ans et recouvert de mousse. Cette montagne volcanique dresse sa forme étrange non loin du rivage. Un chemin taillé dans la lave descend jusqu'à la grande plage de sable noir. Le parc national, créé en 2001, comprend le mont Snæfellsjökull et toute une partie de littoral fréquentée par des milliers d'oiseaux. Du mont Snæfellsjökull, dont Jules Verne avait fait le point de départ de son voyage au centre de la Terre, nous ne verrons que la base, tout le reste disparaissant dans les nuages. À Budir s'élève en pleine nature une très romantique petite église en bois. Tout au sud, sur la plage d'Itri-Tunga, on peut observer de nombreux beaux oiseaux. Avec de la bonne volonté, on peut apercevoir aussi quelques phoques qui se prélassent sur le rivage.
La boucle se referme. Retour à Reykjavik pour d'autres découvertes. Au sommet d'une colline, Perlan, ce dôme de verre brillant, dressé sur 6 anciens réservoirs d'eau chaude, abrite un restaurant panoramique tournant. Depuis le site, la vue circulaire sur la ville est magnifique. Jumping up and down the floor. My head is an animal. And once there was an animal. Cette grande église, ouverte dans les années 80, est le plus important et le plus haut des édifices religieux d'Islande et le symbole de Reykjavik. Leifur Eriksson était un explorateur islandais qui, d'après les sagas, a découvert l'Amérique du Nord vers l'an 1000. L'intérieur est sobre, mais les grandes orgues, 25 tonnes, 5275 tuyaux, sont remarquables. Nous retournons au port vers Harpa, le 3e monument emblématique de la ville. Nous nous demandions comment pouvaient être nettoyées les vitres. Nous avons la réponse. Et enfin, c'est un plaisir de retrouver le quartier historique, de flâner sur les rives du petit lac Tjörnin, entouré de ses nombreux monuments, de parcourir les rues aux maisons de bois et de tôle peinte du 19e siècle qui font tout le charme du centre-ville. Et la dernière image à garder au moment de rejoindre l'aéroport est une belle silhouette de volcan.